Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Nous sommes à Montréal le 25 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis votre martien de Noël. Alors, vous pouvez observer derrière moi une œuvre de Jean Lefebvre, un magnifique présent que m'a offert mon ami Jérôme Lefebvre. Et Jean Lefebvre a appartenu à ce groupe d'artistes si important au monde, les automatistes. Et quand je dis important, eh bien, je pèse mes mots parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Montréal a été, pendant quelques années, le cœur de la capitale artistique des arts visuels avec ce groupe. Les Américains, les historiens de l'art américain reconnaissent ce fait que sans doute les Européens répugneront à admettre. C'est-à-dire que Montréal a été la plaque tournante de l'art contemporain pendant quelques années avec ce groupe d'artistes. Et les historiens de l'art américain font des automatistes les devanciers de l'expressionnisme lyrique. Alors, on les associe à de Kooning et à Jackson Pollock pour ne nommer que les plus célèbres. Alors, Jean Lefebvre ayant appartenu à cette mouvance artistique-là absolument formidable. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, vous allez voir, il y a quand même un enchaînement. Parce que, obtenez, je vais faire tout de suite l'enchaînement. Frédéric Bach, qui est décédé hier, le 24 décembre, la veille de Noël, s'est établi à Montréal en 1948, l'année où a été publié le manifeste Refus global, le fameux manifeste des automatistes. Et en 1948, Paul-Émile Bordua, qui a été le principal artisan de ce groupe d'artistes, a été congédié de son poste. Et qui l'a remplacé et qui venait d'arriver de France? Frédéric Bach. Comme quoi tout se tient, n'est-ce pas? Alors donc, eh bien ici, je vais vous faire une confidence de Noël. J'ai été le protégé de Frédéric Bach pendant un certain temps, durant mon enfance. Alors, je vais vous raconter, je vais vous offrir la version simplifiée, comment c'est arrivé tout ça. Eh bien, j'avais changé de quartier. Et la femme de Frédéric Bach, qui était professeure suppléante, avait remarqué mon travail. Oui, car j'étais un assez bon dessinateur, mais c'est pas tant ça qui retenait l'attention, je pense. C'était la somme de travail que j'y mettais et les thèmes qui étaient développés également. Et quand j'entends par là la somme de travail, c'est-à-dire je faisais des planches de bande dessinée qui étaient très élaborées et ancrées, et j'utilisais des plumes. Je me souviens même que je m'étais pris d'affection pour une des plumes qu'utilisait Hergé. Oui, parce que ces questions-là commençaient à m'intéresser beaucoup, l'utilisation de certains matériaux. Et j'avais lu dans un livre de Numa Sadoul, si ma mémoire est bonne, qu'Hergé utilisait tel type de plume. Et je vais commencer à travailler avec ces plumes-là. Tout ça est lointain, mais bon. Et donc, la Guylaine, la femme de Frédéric Bach, avait remarqué mon travail et elle avait montré ça à son mari, Frédéric, qui en avait été, je pense, assez estomaqué. Puisque par la suite, il m'a invité chez lui à quelques reprises. Et aussi, il m'a invité à participer à une émission de télévision qu'il réalisait sur la chaîne publique, la télévision d'État, Radio-Canada. Il m'avait donc invité à cette émission-là où on y dessinait en direct. Nous étions 4 participants et nous dessinions en direct. Et cette émission-là était
animé et co-animé par Lise Lassalle et Roger Barré. Et c'était présenté en direct le samedi matin. Une émission qui était écoutée par des centaines de milliers de personnes. Alors, mais Frédéric Bach aussi, donc, m'avait demandé également de l'aider à choisir les autres participants aux émissions. Alors, je me rappelle, ils étaient quelques centaines à se présenter dans les studios de Radio-Canada, dans le sous-sol, si ma mémoire est bonne. Et là, ils dessinaient, ils laissaient leurs coordonnées. Et après, lui et moi, eh bien, nous jugions du travail des jeunes postulants. Et c'était plutôt étonnant qu'un homme qui approchait à ce moment-là la cinquantaine demande son avis à un jeune garçon de 11 ans, de 11 ans à ce moment-là. Mais ce que je retiens surtout de Frédéric Bach, alors Frédéric Bach ne me donnait jamais aucun conseil et ne me faisait jamais sentir, sur moi une sorte de supériorité quelconque. Je présume qu'il devait subodorer que toutes les choses qui seraient nécessaires à savoir pour moi, bien je finirais par le savoir et par les apprendre. Et son enseignement était un enseignement d'un pouvoir. Jamais il ne me faisait sentir mon infériorité, qui était manifeste tout de même, je n'étais qu'un enfant. Il ne m'admonestait pas de ses connaissances. Il ne m'écrasait pas de quelque manière que ce soit. Il incarnait, à mon avis, la merveilleuse figure du maître ignorant qui apprend en même temps que son élève. J'étais très, très marqué par cela, par cette attitude-là de générosité, d'ouverture à l'autre. Frédéric Bach avait sans doute compris très tôt que chaque homme pouvait lui enseigner quelque chose. Et il se mettait en état de réceptivité pour recevoir cet enseignement-là. Ce qui en fait un très grand artiste. Et je trouve étonnant, attendez, je vais faire une sorte d'enchaînement ici. Je trouve étonnant la coïncidence qui veut que Frédéric Bach soit décédé un 24 décembre, le lendemain du jugement qu'a rendu la Cour supérieure concernant l'affaire Claude Robinson. Et pour moi, tout ça est assez révélateur. Je pense que Frédéric Bach, tout en ayant beaucoup de difficultés à accepter l'idée qu'il aurait pu se faire filouter de la façon dont a été filouté Claude Robinson, n'aurait pas entamé des poursuites contre cette gang d'escrocs que représentait Sinard. Il aurait sans doute répondu par la bouche de ses pinceaux. Il n'aurait pas sacrifié son talent d'artiste à entrer en guerre contre des canailles. Il n'aurait pas sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son art. Je sais bien qu'au Québec, on aime les martyrs. On aime davantage les martyrs que les conquérants. On aime davantage les perdants magnifiques que les triomphateurs. Frédéric Bach n'aurait sans doute pas consenti à voir disparaître la meilleure part de lui-même dans une démarche qu'il aurait sans doute devinée, fils de la guerre, perdu d'avance. Le système capitaliste est blindé mur à mur. Et le travail de l'artiste, selon moi, c'est de percer des trous dans la muraille. C'est de se faufiler en creusant des tunnels, en prenant des chemins de côté, en prenant des chemins de travers, disait l'autre. On n'affronte pas de face un tel monstre. Et malheureusement, quand on regarde
Claude Robinson, assurément, il va se retrouver avec un jugement qu'il pourra accrocher sur son mur. Et en plus, il y aura laissé une bonne partie de sa vie, de sa santé et surtout son art. Alors donc, pour en revenir à ma relation avec Frédéric Bach, c'est drôle de dire ça, là, mais j'ai eu une relation avec cet homme-là, une relation importante, finalement. Eh bien, il m'apprenait comment voir, comment ressentir. La question de l'humain était fondamentale chez lui. Et nous avions une commune dévotion pour Vincent Van Gogh, qui reste pour moi le plus bel exemple d'artiste, peut-être. Si on me demande à brûle-pourpoint, c'est qui mon artiste préféré, tout art confondu. Vincent est très, très, très haut. L'homme qui signait avec son prénom est très, très haut dans mon panthéon. Alors donc, j'ai posté hier, j'ai confié à ma page Facebook, donc à mes amis Facebook, que j'avais été son protégé. Et Gabriel de Ravinel, confiait sur ma page qu'il avait travaillé pour lui de 2009 à 2011. Mais ce que lui racontait ici, et là j'ai été très étonné d'y lire ça, ce que racontait Frédéric Bach, c'est que s'il s'était écouté, il aurait fait des œuvres négatives, mais que seule la beauté suscitait l'action. Ben voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, après cette expérience-là, télévisuelle, après avoir fréquenté Frédéric Bach, j'ai cessé de dessiner. J'ai fini par penser qu'il me fallait quitter le monde de l'enfance pour affronter quelque chose d'autre. Aller franchir l'autre côté du miroir. Et j'ai commencé à explorer les aspects les plus sombres de l'humanité. Et c'est là, je pense, la principale erreur de Claude Robinson. Il aurait mieux valu qu'il ne se mesure pas au côté obscur des gens qui l'ont filouté. Et moi qui ai entamé, à la suite de l'abandon, parce que j'ai arrêté de dessiner, j'ai commencé une très longue traversée du désert. Ouais, une très, très longue traversée du désert. Et dans cette traversée du désert-là, bien, j'ai été accompagné d'auteurs, parce que là, tout à coup, le monde de l'enfance ne m'intéressait plus. Eh bien, là, je me suis mis à lire Dostoïevski, je me suis mis à lire Nietzsche, je me suis mis à lire Sartre, Miller, son fameux Rimbaud, qui était si terrifiant. Et j'ai fini par comprendre, en explorant les méandres de ma propre psyché, que je me suis reconnu en chaque monstre qui peuple notre planète. Que n'eût été de certains hasards de la vie, sans doute j'aurais pu devenir, moi aussi, un assassin, un violeur, un tueur en série, un tueur de masse. Qui sait? Et j'ai fini par reconnaître, même en chacun de ces monstres, une figure frère, si je peux dire. Et je suis toujours étonné à quel point les gens s'en font à croire sur eux-mêmes. À les écouter, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Jamais. À les écouter également, ils auraient fait comme Claude Robinson. Se seraient lancés à l'assaut de Moulin avant. Mais alors, à ce moment-là, dites-moi pourquoi le monde est dans un tel état si nous sommes entourés de si bonnes personnes. Frédéric Bach avait compris ça.
mais il avait choisi de faire un combat militant. Il avait choisi d'apporter de la beauté au monde. Je ne sais si j'en serai capable, mais je comprends son choix. Moi, j'ai été davantage épaté par le travail d'un Pasolini, par exemple, que par l'homme qui plantait des arbres. Il faut bien que je l'avoue. Mais d'avoir appris hier par Gabriel qu'au fond, s'il s'était écouté, il aurait fait des œuvres négatives, ça me touche infiniment. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en vous disant simplement que Frédéric Bach m'a appris à ne pas être un homme de pouvoir, à ne pas considérer que mon misérable savoir est une arme contre les autres. Je suis tellement fatigué de ces gens-là qui, sans arrêt, utilisent leur savoir comme une arme. Vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que je vais aller me planter moi-même. Alors, portez-vous bien. Allez, bonne journée. Et joyeux Noël à tous. Bonne journée.